11h06, je vous propose qu'on commence. Comme d'habitude, ce webinaire sera enregistré de manière à ce que vous puissiez en avoir le replay sur LinkedIn et sur YouTube. Et comme d'habitude également, pour ceux qui n'ont pas suivi les autres, vous recevrez un support avec le lien du replay pour pouvoir retrouver toutes les informations que nous aurons échangées lors de ce webinaire. Aujourd'hui, ce qui nous occupe, donc on est au troisième volet de nos ateliers webinaires cybersécu. Donc le premier, on va dire que c'était vraiment la cybersécurité dans son ensemble. Le deuxième était un focus sur les solutions logicielles mises en œuvre dans la cybersécurité. Et celui qui va nous occuper aujourd'hui, c'est un focus sur la cybersécurité dans le monde de la téléphonie sur IP, de la voix sur IP. Et donc, on va aborder trois grands thèmes. Une première partie qui est plus liée à la réglementation finalement. Une deuxième, où on va faire un focus sur les types de piratage qu'il peut y avoir dans le monde de la téléphonie. Et puis, qui dit piratage dit quelles sont les solutions qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour se protéger de tout ça. Et on va dire qu'est-ce qui doit se faire quand on parle d'état de l'art. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer un petit peu la sécurité de son système de téléphonie sur IP. Un tout petit rappel en préambule, les systèmes de téléphonie sur IP aujourd'hui, ça n'est pas que de la téléphonie. Il y a aussi du chat, de l'interconnexion avec les CRM, de la remontée de fiches, de l'enregistrement d'appels, etc. Et c'est souvent aussi des systèmes qui sont exposés sur Internet, contrairement à ce qu'ils pouvaient se faire par le passé avec les PABX, dans la mesure où ces systèmes ont besoin de pouvoir échanger notamment avec les smartphones pour pouvoir faire de la mobilité, et puis aussi pour obtenir un système de mise à jour. Donc le fait qu'il soit exposé sur Internet, ça expose à de nouveaux dangers. Donc il faut avoir ça en tête quand on passe d'un PABX analogique qui était dans sa boucle à part tout seul dans son coin, à un IPBX qui forcément vient déjà s'intégrer dans le réseau de l'entreprise. Donc là, vous avez le menu entre guillemets sous les yeux. Donc on va attaquer par la réglementation. La réglementation, on l'a segmentée en plusieurs parties. Donc, il y a la partie opérateur tout en haut, l'intégrateur qui est entre l'opérateur et vous, et puis un utilisateur final ou une entreprise qui a aussi des obligations en matière de réglementation et de rapport à la téléphonie. Concernant l'opérateur, ça va être, on a retrouvé ça en 6 points pour essayer de ne pas être trop verbeux non plus. Après, n'hésitez pas, si vous avez des questions à rebondir sur le chat. La première obligation d'un opérateur, déjà, c'est d'assurer la confidentialité et la protection de la donnée. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'opérateur, lui, il collecte un certain nombre de données et qu'il doit stocker, dans le cadre de la réglementation des télécoms, il doit les stocker pour une durée de 5 ans, notamment sur les logs d'appel et les adresses IP qui ont transité sur son système. En parallèle de ça, il y a la notion d'interception légale, c'est-à-dire la possibilité d'aller rechercher de la donnée, voire d'avoir le son quand il y a une réquisition judiciaire, donc la mise sur écoute d'une ligne téléphonique. Donc là, on parle bien de la partie opérateur, donc on n'est pas côté PABX, on est côté faisceau téléphonique. Il faut savoir qu'on sur écoute, c'est un cadre qui est extrêmement réglementé, qui est justifié par une procédure judiciaire. Donc ça ne se fait pas comme ça. Tu as Et on buggé est. juste avant, donc on t'a pas entendu. Ouais, vous m'entendez bien? Ça revient un peu. D'accord. Donc je disais, l'interception légale, elle rentre dans un cadre extrêmement strict qui ne peut être joué que lors d'une réquisition judiciaire. Il faut qu'il y ait une procédure judiciaire appuyée là-dessus. Dans les autres obligations, on va retrouver aussi la sécurité des réseaux. C'est-à-dire qu'un opérateur vous met à disposition un faisceau téléphonique, il doit faire en sorte que ce faisceau téléphonique soit sécurisé et en termes de qualité de service, qu'il soit redondé, pour faire en sorte que s'il y a un défaut sur une partie du réseau, tout ça puisse fonctionner correctement. Il y a également des obligations, alors ça c'est plus pour les solutions logicielles, d'accessibilité, c'est-à-dire d'avoir
l'obligation de garantir que les services de télécommunication vont pouvoir être utilisables par des personnes handicapées. Donc ça, on le retrouve plutôt pour des opérateurs qui fournissent du logiciel. Forcément, un faisceau téléphonique, lui, ou un lien Internet, il n'y a pas cette notion-là. Dernier point d'obligation de l'opérateur, c'est l'attribution des ressources. Donc là, on en a parlé déjà lors des précédents webinaires. Il y a une obligation en matière de qui attribue les numéros de téléphone, qui facture, qui porte la responsabilité légale, et ce qu'on a le droit de faire avec le faisceau téléphonique. Donc, dans les grandes lignes, vous avez en France les opérateurs d'infrastructures qui possèdent les infrastructures et les lignes pour pouvoir fournir de la téléphonie. Vous avez les opérateurs attributaires qui ont les plans de numérotation téléphonique et qui attribuent des numéros de téléphone. Et puis, vous avez les opérateurs exploitants qui mettent en service et qui opèrent la facturation. On peut être les trois, on peut être deux, on peut être un. C'est assez, le découpage est assez strict là-dessus. Un opérateur exploitant qui ne serait pas attributaire se doit d'informer dans ces conditions générales de qui est l'opérateur attributaire. C'est une obligation légale. Pareil, le fait qu'en France, aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de présenter le numéro de téléphone que vous voulez. Déjà, vous êtes obligé de présenter un numéro de téléphone. Depuis le 1er janvier de cette année, les professionnels n'ont plus le droit d'appeler en masqué, c'est interdit, sauf dérogation, notamment pour des ministères ou des organes de sondage. Mais sinon, vous n'avez pas le droit d'appeler en masqué, c'est désormais interdit. Par rapport à ces obligations-là, c'est pareil, les opérateurs se doivent d'avoir des infrastructures dans le pays pour lequel vous voulez présenter un numéro de téléphone. Donc, il y a beaucoup d'opérateurs qui, avant, permettaient de proposer plusieurs numéros de téléphone, même dans des pays étrangers. Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus compliqué. Il faut pouvoir justifier que le numéro aussi vous appartient pour pouvoir le présenter. C'est-à-dire que je ne peux pas présenter, par exemple, en appelant de ma ligne fixe, présenter le numéro de mobile de ma femme ou d'un collaborateur parce qu'il n'est pas sur le faisceau téléphonique de l'entreprise. On y reviendra un petit peu aussi ça, sur les obligations côté utilisateur. Donc ça, c'est pour la partie opérateur. Donc la partie opérateur, il y a deux réglementations principales, le code des télécommunications et des postes, et puis la réglementation CNIL sur la protection de la donnée. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou des remarques? Eh bien, je vais passer au suivant du coup. Donc les obligations au niveau de l'intégrateur, donc vous verrez que ça reprend aussi une partie des obligations des opérateurs, à la différence qu'un intégrateur, vu qu'il va opérer un système, il se doit d'évaluer les risques. Donc évaluer les risques, ça veut dire quoi? C'est faire des analyses liées à la sécurité, à l'infrastructure des communications qui sont mises en œuvre chez un client final pour s'assurer que finalement, on est proactif dans la mise à disposition des ressources. On retrouve bien évidemment la protection des données qui est finalement obligatoire pour tous, si ce n'est qu'un intégrateur, au final, va accéder à plus de données qu'un opérateur. L'opérateur, il va avoir que les données téléphoniques. L'intégrateur, lui, il va avoir des informations sur le réseau sur lequel il va venir opérer, sur les identités des personnes pour lesquelles on va créer des comptes utilisateurs ou déployer, sur des emplacements physiques, sur des implémentations de bâtiments, sur le métier. Donc, il y a beaucoup plus d'informations qui transitent chez l'intégrateur. Donc, la protection des données revêt un caractère encore plus fort, on va dire, côté intégrateur. Au niveau de la sécurité des réseaux et des infrastructures, donc là, on est sur le même principe que pour l'opérateur. Les intégrateurs vous mettent à disposition des services de communication unifiés. Donc, ils se doivent de s'assurer que les réseaux à travers lesquels ils vont faire transiter l'information de ces outils est bien sécurisé et que les infrastructures sont redondantes. On a mis un petit chapitre sur l'authentification et les contrôles d'accès. Donc ça, c'est pareil. À partir du moment où un intégrateur a de la donnée, il se doit de faire en sorte que l'accès à ces données et même à ces bâtiments fasse l'objet d'un certain nombre de contrôles et d'authentification, que ce soit au niveau des logiciels ou au niveau des bâtiments en eux-mêmes. Au même titre, on le verra que les utilisateurs finaux, un intégrateur, alors on va dire que c'est commun à tout le monde, ça se doit de sensibiliser ses collaborateurs à la sécurité
Parce qu'encore une fois, dans la mesure où on a beaucoup de données, il faut faire en sorte que cette donnée soit protégée et ça passe par la sensibilisation à la sécurité. La gestion des incidents de sécurité, donc ça c'est pareil, c'est que à partir du moment où on met à disposition des équipements ou des logiciels, on se doit de faire en sorte que s'il y a un incident, il y ait des mécaniques claires de gestion de crise et de communication vers les utilisateurs, et que les infrastructures soient prévues pour rebondir sur un incident de sécurité majeur. Et bien évidemment, la conformité réglementaire, donc là, au même titre qu'un opérateur, on est soumis au code des télécommunications et des postes, de la CNIL, et également, dans la mesure où il y a de la vente, au code du commerce. Donc vous l'aurez compris, qu'on soit opérateur ou intégrateur, il y a des axes principaux sur la sécurité, la protection de la donnée. On a beaucoup de personnes en France qui peuvent être et opérateurs et intégrateurs. C'est un écosystème qu'on retrouve souvent. Donc les deux se cumulent, in fine. Si vous n'avez pas de questions, on va aller sur la partie obligation de l'utilisateur. Donc là, on parle vraiment des gens qui vont utiliser la téléphonie et les systèmes de communication unifiés. Donc là-dedans, pareil, une partie sécurité. Alors, on a regroupé tout dans un onglet sécurité, mais la partie sécurité va regrouper en fait plusieurs petits items. L'utilisation de mots de passe forts, l'utilisation de systèmes à multifacteurs pour l'authentification. Donc ça, si vous voulez avoir plus d'infos, je vous renvoie vers les 2 webinaires précédents pour lesquels on a parlé largement de ces sujets-là. L'utilisation de pare-feu et l'utilisation d'antivirus et d'EDR sur les postes de travail. Tout ça fait partie d'un bloc de sécurité générale. Et juste un tout petit rappel en filigrane, il vaut mieux avoir un petit peu de chaque qu'un très très gros pare-feu et rien derrière. C'est-à-dire que vous pourrez avoir un très gros pare-feu, si vous n'avez pas d'antivirus, pas d'EDR et avec des mots de passe faibles, vous pourrez avoir le meilleur pare-feu du monde, il ne vous protégera pas. Donc il vaut mieux avoir une protection sur l'ensemble de la chaîne. Là maintenant, c'est les mises à jour de son parc. Donc c'est principalement pour les ordinateurs. Donc soit c'est opéré en interne, soit il y a un infogéreur. Pour la partie communication unifiée, là maintenant, c'est les mises à jour des logiciels sont généralement opérées par l'intégrateur, mais il n'empêche que, quand bien même l'intégrateur mettrait à jour sa partie logicielle à lui, le poste de travail en lui-même se doit d'être à jour, y compris le navigateur. Je pense qu'on en reparlera avec François tout à l'heure, mais le fait qu'un navigateur ne soit pas à jour peut avoir des effets néfastes à la fois sur la qualité des communications et puis sur la sécurisation des données qui transitent dans votre navigateur. Dans les obligations également, le droit à la déconnexion. Donc ça, c'est un droit qui est assez récent finalement dans le Code du travail, qui consiste à faire en sorte qu'un utilisateur qui dispose de moyens informatiques à travers l'entreprise puisse ne pas y accéder ou ne pas recevoir de notifications en dehors de ses heures de vacation. Ça, c'est un point important parce que avec l'avènement des solutions de mobilité et de télétravail, j'accède à tout partout tout le temps et on peut m'appeler tout le temps peut avoir des dérapages. Donc, il faut bien avoir en tête que ça, c'est un droit qui est inscrit dans la loi. Donc, quand on est DSI ou chef de service, faut être attentif à ça pour éviter d'avoir des effets de bord ou de créer de la charge mentale trop forte auprès de ses collaborateurs. Et puis, dernier élément, c'est les signalements de problèmes de sécurité. Donc ça, c'est une obligation légale pour tout le monde, que ce soit l'utilisateur final ou les intégrateurs ou les opérateurs. C'est qu'à partir du moment où une faille de sécurité est avérée et qu'il y a eu de la fuite de données, on se doit de faire une déclaration CNIL pour informer de la nature de l'attaque, du type de données qui a été compromise et des moyens qui ont été mis en œuvre pour récupérer les données ou les mettre en sûreté dessus. Si vous n'avez pas de questions sur cette partie réglementaire qui est finalement une introduction aux différents types de piratage, on va passer justement au piratage dans le monde de la voix sur IP et vous verrez que ce n'est pas tout à fait la même chose
même s'il y a des points communs avec un piratage informatique classique. Donc, on vous a résumé sur ce slide, en gros, les différents types d'attaques, et puis on va rebondir avec des cas concrets avec François dessus. Le premier type d'attaque vise finalement à effectuer des appels frauduleux. Alors, dans les appels frauduleux, on va retrouver deux grandes familles. La première, qui est finalement de passer des communications à votre place, c'est-à-dire passer des communications gratuites, c'est-à-dire qu'on va utiliser le système téléphonique pour pouvoir appeler à travers ce système téléphonique sans payer. La plupart des pirates qui font ça sont généralement des opérateurs de seconde main dans des pays étrangers qui piratent des PABX dans d'autres pays pour faire transiter les communications qu'ils ont eux-mêmes vendues à des clients. Donc ça, c'est le premier type d'attaque. C'est généralement des robots qui font ça pour passer des communications en masse et effectuer des transferts d'appels pour faire de la commutation. Le deuxième type d'attaque dans les appels frauduleux, c'est l'usurpation d'identité, c'est se faire passer pour l'entreprise et passer vraiment des communications en se faisant passer pour l'entreprise pour récupérer de la donnée, faire de l'abus de confiance, ce genre de choses. Donc ça va après, avec le phishing. Le phishing, on peut le recevoir ou l'émettre. C'est-à-dire soit vous êtes démarché téléphoniquement par quelqu'un qui va utiliser un système de téléphonie pour récupérer de l'information, soit à l'inverse, ils vont utiliser votre système pour effectuer des campagnes de phishing. Donc ça, on va dire que c'est le plus gros du problème dans la téléphonie. Un exemple concret d'appels frauduleux et de piratage, pour ceux qui ont connu, c'était les piratages à travers la boîte vocale d'une ligne où on pouvait émettre un appel depuis une boîte vocale. Donc l'attaque consistait en quoi? J'appelle, j'arrive sur la boîte vocale, je fais le code PIN de ma messagerie qui était resté en 1, 2, 3, 4, en 4x0, en ce que vous voulez. Et une fois dans cette boîte vocale, j'avais la possibilité par le menu d'effectuer un appel. Donc là, je saisissais un numéro à l'étranger surtaxé ou justement des numéros surtaxés, des 0892 appartenant aux pirates, pour effectuer un maximum d'appels en peu de temps pour engranger de l'argent. Et puis, une fois que c'était détecté, c'était coupé. Mais le mal était fait. L'utilisateur se retrouvait avec une facture de plusieurs milliers d'euros pour des appels surtaxés. Et puis voilà. Là, c'est un des exemples d'appels frauduleux. Ça peut aussi être fait par, on va dire, la non-mise en sûreté des informations de connexion d'un softphone. Imaginez, vous recevez un mail de bienvenue avec vos identifiants de connexion pour vous connecter à la plateforme. Vous n'effacez pas ce mail, votre boîte mail se fait pirater. Le pirate accède à ces infos et après s'enrôle de manière légitime sur l'IPBX et puis va commencer à passer des communications. Donc là, c'est pareil, ça peut être dangereux. Donc il y a des mécaniques pour ça, on vous exposera tout à l'heure. Autre type d'attaque, les attaques par déni de service. Donc là, elles ont plutôt pour vocation non pas à usurper l'identité ou à faire de l'usurpation, c'est vraiment à stopper le service. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est de faire en sorte que vous ne puissiez plus téléphoner. Donc là, l'attaque par DOS ou DDoS, c'est de surcharger le réseau de la machine en question pour faire en sorte qu'elle ne soit plus en capacité d'opérer. Donc ça, c'est plutôt pour mettre à l'arrêt une infrastructure. Les attaques par brute force, elles vont plutôt consister à travers des robots à essayer des combinaisons de login mot de passe à intervalles extrêmement forts pour arriver finalement à trouver un login et un mot de passe légitime pour passer des communications. Là, c'est pareil, je pense que François vous en touchera un mot tout à l'heure, mais il y a des moyens simples qui peuvent être embarqués par les solutions. C'est le cas de 3CX qui a un module d'anti-hacking qui va détecter ce genre de choses pour blacklister l'adresse IP. Mais il y a aussi d'autres systèmes comme les pare-feux qui permettent de protéger tout ça. Le phishing, je vous en ai parlé, donc je vais passer rapidement. La corruption de chaîne d'approvisionnement. Alors ça, on l'a mis parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en l'occurrence, 3CX, qui est une solution de communication unifiée, a fait l'objet d'une attaque assez massive il y a quelque temps là-dessus. Et cette attaque, justement, a visé
à casser la chaîne d'approvisionnement, donc à insérer du code malveillant dans des librairies utilisées par les utilisateurs de 3CX. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez complexe à mettre en œuvre, qui nécessite de s'être introduit en aval chez l'éditeur en question pour pouvoir aller corrompre des serveurs de repository et puis aller corrompre les mises à jour des différents serveurs. C'est généralement des attaques qui sont des attaques dites étatiques, c'est-à-dire qui sont portées par un État, parce que ça demande beaucoup de moyens pour faire ça et qui sont des chaînes assez complexes. Un point intéressant sur ce type d'attaque, et c'est pareil, je vous renvoie au webinaire précédent, c'est que ce qu'on appelle les EDR, donc des logiciels qui finalement regardent un peu le comportement des logiciels ou d'un PC, comment fonctionne le CPU, comment fonctionne le cache, est-ce qu'il y a de la fuite mémoire, est-ce qu'il y a des accès à des fichiers qui ne se font pas de manière correcte, etc. Les EDR les détectent assez rapidement quand on injecte ça. Et les EDR, généralement dialoguant avec les antivirus ou les éditeurs de solutions antivirus, vont rapidement, à minima, mettre en quarantaine le logiciel qui a fait l'objet de cette corruption de chaîne, voire les détruire à partir du moment où le code a été identifié et que la parade a été trouvée. Donc ça, c'est des attaques qui demandent beaucoup d'énergie, mais qui, lorsqu'on a les bons moyens dans le réseau d'entreprise, sont stoppés assez rapidement, mais ça impose du coup d'avoir aussi des moyens, parce que ça veut dire qu'il faut par feu EDR antivirus. Le dernier type d'attaque, c'est ce qu'on appelle les attaques sur les fins de terminaison. Ça vise là pour le coup à utiliser les terminaisons téléphoniques. Les terminaisons téléphoniques, c'est quoi? C'est tous les devices. Un téléphone fixe, une pieuvre de conférence, un softphone, etc. L'idée, c'est de venir injecter du code malveillant, soit dans le fichier de provisioning du téléphone, qui est finalement souvent un fichier XML, soit de venir corrompre le firmware en venant s'intercaler dans les mises à jour. Quel est le but de faire ça? Il y en a deux généralement. Un, de récupérer de la donnée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où cet équipement il est sur le réseau, il peut récupérer des données, des paquets qui sont sur le réseau. Et deux, éventuellement, à transformer ce device en ce qu'on appelle un zombie pour que lui-même puisse aller effectuer des attaques en rebond de type DDoS dessus. Ça, c'est quelque chose qu'on voyait quasiment pas ces 2 dernières années, mais qui, depuis 2 ans, a tendance à augmenter. C'est-à-dire que la corruption par injection de fichiers dans des terminaux ou la corruption de firmware, c'est quelque chose qui commence à arriver de plus en plus. Et donc, on verra par la suite qu'il y a des moyens déjà d'isoler tout simplement les réseaux pour faire en sorte que si jamais il y a un piratage, à minima, ça reste dans un réseau plutôt cloisonné. Et encore une fois, il y a des solutions pour identifier ce type de choses. Donc voilà, c'était une introduction à la fois réglementaire et des piratages principaux qu'on constate sur la voie sur IP, de manière à ce que vous compreniez bien la suite qui va consister à vous parler des parades et des moyens qui peuvent être mis en œuvre. Alors, on a une question d'Amien, de la part de Christophe. Oui. L'attaque du 30 mars était de quel ordre? Alors, l'attaque du 30 mars, c'était de la corruption de chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire que une personne au sein de 3CX avait un logiciel, en l'occurrence un logiciel de courtage pour de la crypto-monnaie, si je ne dis pas de bêtises, qui avait du code malveillant. Ce code malveillant a permis à des pirates de prendre la main sur le poste de travail d'une personne travaillant chez 3CX, et ce faisant, une fois dans le réseau de 3CX, est allé corrompre les dépôts Git de la librairie Electron qui est utilisée pour le softphone 3CX. Le softphone 3CX, c'est une page web, mais pour pouvoir l'utiliser dans un environnement Windows, on utilise une librairie open source qui s'appelle Electron, qui permet d'encapsuler finalement une page web comme étant un logiciel Windows. Et dans cette librairie avait été injecté du code malveillant. Et donc les dépôts de mise à jour de ce client Windows
avait été corrompu. Ce qui fait que les serveurs, lorsqu'ils allaient chercher leur mise à jour, donc il fallait être dans une certaine version du serveur, ils allaient chercher la mise à jour de cette desktop app et les serveurs, à partir du moment où ils ont une mise à jour, ils publient vers les clients, donc vers les utilisateurs finaux, le fait qu'il y a une nouvelle version disponible et vous avez un petit bandeau bleu pour dire « OK, je mets à jour ». Et donc, la desktop app se retrouvait donc corrompue, redescendait à travers les mises à jour des serveurs vers les utilisateurs finaux. Et une fois sur un poste de travail d'un utilisateur finaux, le code malveillant de la desktop app, qui pouvait être inactif d'ailleurs, c'est-à-dire que l'activation, en gros, ça représentait 60% des personnes qui ont fait la mise à jour, avait pour principal but de récupérer les informations en cache des navigateurs, donc les données de navigation et les données de mots de passe enregistrés dans le navigateur, pour les envoyer vers la Corée du Nord. Donc, c'était ça le détail de l'attaque. Pour être clair là-dessus, ça n'a impacté que les clients qui sont allés faire des mises à jour manuellement de leur serveur. C'est-à-dire que quand on ne fait pas les mises à jour automatiques ou quand on ne va pas chercher la mise à jour, ça n'a pas été exposé. Donc, si je prends le cas du parc de clients Encom, ça n'a représenté sur les 700 serveurs que 5 serveurs qui ont fait l'objet de ce piratage pour lequel on a fait une déclaration CNIL, dans laquelle c'était les clients finaux qui avaient fait les mises à jour. Dans les mécaniques de protection dont j'ai parlé tout à l'heure, sur les mises à jour et les obligations de l'intégrateur, au niveau d'Encom, ce qu'on fait, c'est qu'on n'applique pas les mises à jour de l'éditeur avant un délai de rétention de 30 jours. C'est-à-dire que quand l'éditeur 3CX nous dit « Coucou, il y a une nouvelle version », ça part en labo. Dans ce labo-là, on fait passer de l'EDR, de l'antivirus, on teste, c'est-à-dire sur une plateforme de test sur laquelle on va resetter des postes, faire des tests de softphonie, faire des tests de conférence, faire des tests de web meeting. Et à partir du moment où, pendant 30 jours, il ne s'est rien passé et qu'il n'y a pas d'effet de bord notable, on informe nos clients à travers une newsletter qu'il y a une mise à jour et qu'elle aura lieu à telle date, etc. Donc ça, déjà, c'est une mécanique simple qui permet de se prémunir justement de ce type d'attaque qui vise principalement les systèmes qui se mettent à jour automatiquement pour être sûr d'avoir l'impact le plus fort. Ça, c'est le premier niveau de protection. Le deuxième niveau de protection, c'est comme je l'évoquais, c'est que quand on fait de la corruption de chaîne d'approvisionnement et qu'on vient insérer du code malveillant dans une librairie, les EDR et les antivirus, justement, vont détecter cette corruption de fichiers. Et puis, ils vont aussi, là je parle pour l'EDR, ils vont détecter des comportements anormaux au niveau de l'ordinateur. Des accès à des fichiers qui ne doivent pas se faire, vider du cache, accéder à du cache, essayer d'accéder à des ressources mémoire. Ça, les EDR le détectent dessus. Donc, généralement, c'est assez vite arrêté. Pour vous donner un exemple sur l'attaque du 30 mars, le jour même, c'est-à-dire que l'attaque a été déclarée dans la nuit, le jour même à midi, même Windows Defender avait reçu des mises à jour pour bloquer. Donc, ça a été bloqué assez rapidement. Pour autant, l'impact est là, c'est-à-dire qu'il y a des utilisateurs qui ont fait l'objet de cette attaque. Ce qui est difficile à évaluer, c'est la quantité de données et ce qui va être fait avec ça. Ça, on n'en sait rien aujourd'hui. Est-ce que ça répond à votre question? J'ai pris un peu de temps pour bien détailler parce que ça me semblait important que vous compreniez bien les différentes séquences de l'attaque. C'est parfait. Ok. Et ben dans ce cas-là, on va enchaîner avec les solutions. J'ai beaucoup parlé, donc je vais laisser parler François maintenant. Et n'hésitez pas à rebondir et je rebondirai aussi s'il y a besoin. On va faire un tour d'horizon après avoir exposé les risques de piratage. On va faire un tour d'horizon des solutions. Alors, Damien en a pas mal parlé. La mise en place d'un pare-feu en amont du serveur et en amont du site. Oui, on peut avoir 2 pare-feux. On verra sur le schéma réseau comment ça se situe exactement. L'EDR, qui est un outil pas encore extrêmement utilisé chez tous les clients, et puis évidemment le système d'antivirus qui doit être présent. Ça va nous permettre de nous protéger contre les attaques de chaîne, par exemple, dont on vient de parler. Un point important qu'on a
tendance qui arrive de plus en plus, la segmentation du réseau. C'est vrai qu'il y a quelques années, en VoIP, on mettait tout sur un paquet, on ne se cassait pas trop la tête. Aujourd'hui, on va segmenter notre réseau en le distinguant de la solution VoIP, de la solution data. On verra ensemble sur le schéma qui va suivre cette structure. Donc, soit c'est une segmentation physique, soit c'est une segmentation logique par VLAN, mais c'est important d'aller isoler les départements ou les usages, en tous les cas, de la téléphonie et des data. Donc, on va utiliser notamment une solution de VLAN ou de structure physique pour segmenter avec tout simplement deux switches physiques nos communications. La configuration des accès distants, donc c'est ce qui va nous permettre de déterminer si une personne, un utilisateur a besoin d'avoir un accès distant en dehors du réseau du client. Donc, est-ce qu'il va venir avec des smartphones? Est-ce qu'il va venir avec une extension stun? Pardon, c'est une extension distante. C'est un sujet qui va sans doute disparaître chez 3CX. Autre point très important, la mise à jour des correctifs. Alors, mise à jour. Là, il faut faire un compromis. C'est ce qu'on venait d'expliquer avec Damien, cette histoire de mise à jour. Parce que d'un côté, on va vous dire, oui, passez tout de suite vos mises à jour, notamment pour les correctifs de sécurité. Ben, oui, tout de suite, d'accord, mais on peut aussi déclencher des choses. C'est ce qui s'est produit pour ceux qui les avaient passées tout de suite. Donc, on passe les mises à jour. S'il y a des mises à jour critiques de sécurité, évidemment, on va les passer immédiatement. Mais si elles ne sont pas critiques, on va travailler avec des sandbox, des bacs à sable, hein, donc un serveur de démo. Je sais, notamment pour les intégrateurs, ça prend du temps, c'est pas du temps productif, mais c'est du temps qui va porter ses fruits en cas d'incident. Donc, on va pouvoir passer la mise à jour sur une sandbox, sur un bac à sable, un serveur bac à sable, tester, prendre le temps de correctement tester. Donc, s'il faut prendre les 30 jours, on prend les 30 jours. Déployer, on peut même déployer si on a l'outil chez nous, comme ça on va essuyer les plâtres avant les clients, et puis après dérouler chez les clients. Mais on est confort, on a déjà expérimenté, notamment sur le 3CX. Certains d'entre vous connaissent le produit, on a souvent des nouveautés qui apparaissent comme ça et qu'on découvre. Donc, c'est mieux de les découvrir avant les clients en tant qu'intégrateur et qu'on ait déjà connaissance des mises à jour et des correctifs. Voilà, la surveillance réseau pour ce point sur les solutions, c'est ce qui va nous permettre de faire un scrutinize en anglais. Donc, on va aller observer les activités réseau. Alors, ce n'est pas des choses qu'on met en place automatiquement, mais il y a des logiciels qui peuvent le faire. Peut-être que Damien citera un ou deux exemples qui permettent d'aller activer en fait et monitorer notre réseau, savoir s'il y a des fuites de données, s'il y a un comportement qui est inhabituel. Donc, ça peut être des cas, notamment avec des grands comptes, ça peut être toujours intéressant d'avoir ce monitoring. Est-ce que tu as un exemple, Damien Alors, la surveillance de réseau, elle peut être opérée soit par le pare-feu, hein, tout simplement, qui est en en-tête du serveur. Après, il y a aussi des solutions qu'on appelle des HIDS, qui sont des clients, qui s'installent sur les serveurs et qui vont monitorer à la fois on va dire le composement, hardware du serveur, mais aussi la partie réseau. Souvent, dans ce type de logiciel, on donne, on va dire, le comportement nominal comme MIR et puis il va relever des écarts par rapport à ça pour pouvoir émettre des alertes vers un tableau de service managé. Donc généralement, on a une espèce de tour de contrôle. Nous, c'est ce qu'on a au niveau du monitoring qui nous permet de voir un petit peu s'il y a des machines qui sont déviantes ou pas. Ouais. Tu avais raison sur le premier point, sur le pare-feu. C'est vrai on prend jamais assez de temps d'aller examiner le flux du pare-feu. Qu'est-ce qui a été interdit? Qu'est-ce qui a été autorisé? Pourquoi ça va vers telle IP? C'est toujours pareil, hein, c'est du temps de prévention, la sécurité. Et ça vaut le coup de repasser sur son pare-feu pour aller examiner le trafic habituel, pour pouvoir le comparer si un jour il y a une anomalie. Dans les autres outils, je vous propose de passer cette slide. On parle de chiffrement de communication. Alors, il y a des outils, si on parle d'un IPBX tel que 3CX, où c'est chiffré. Hein, donc, si on a un Session Border Controller, un SBC sur site, ça va faire le chiffrement des communications. Et puis, l'application smartphone, par exemple, c'est une application qui va être chiffrée de point en point, tout du moins du smartphone jusqu'au serveur. Ça utilise le protocole TLS.
notamment. Et puis, le trafic part aussi sur un port qui est chiffré, qui est le 50-90 pour ceux qui connaissent par défaut sur le 3CX. La gestion des mots de passe, pour avoir formé pas mal d'utilisateurs, je me rends compte que c'est un vrai sujet. Le réflexe que je constate à 90% des cas, les gens vont se connecter au client web, vous connaissez sur le 3CX, la page web, et qu'est-ce qu'ils font? Ils cliquent sur sauvegarder dans le navigateur. Évidemment, c'est un réflexe qu'on a au début. Mais si le navigateur n'est pas à jour, s'il y a une faille de sécurité, les mots de passe vont se retrouver là-dedans. Et donc, ce n'est pas la meilleure solution. Ici, évidemment, c'est un gestionnaire de mots de passe qu'il faut, mais toutes les sociétés ne l'ont pas. Les TPME, les PME n'ont pas forcément un outil de gestionnaire de mots de passe. C'est un sujet qui va arriver parce qu'on n'a pas le choix aujourd'hui, il va falloir se protéger, qu'on soit gros, moyen ou petit, la protection reste là. Donc évidemment, c'est un coût pour les sociétés. Il y a des solutions plus économiques que d'autres sur les gestionnaires de mots de passe. On est en train d'en établir une chez Encom pour nos clients, puisqu'on ne veut pas laisser ça, des emails traînés, des mots de passe en clair. Alors, sachez aussi que sur la nouvelle version de 3CX qui arrive, que vous avez peut-être testé en alpha ou en bêta, le mot de passe ne sera plus en clair dans l'email. On va distribuer, enfin quand je dis on, 3CX va distribuer un token et l'utilisateur, ça va compliquer évidemment les choses, l'utilisateur va aller saisir son mot de passe. Donc l'administrateur n'est pas au courant de ça, l'utilisateur va saisir son mot de passe et c'est lui donc qui va pouvoir le gérer ensuite. Restriction, très belle icône, cette petite couronne, restriction des privilèges. On va parler ici des privilèges utilisateurs. C'est vraiment un sujet, notamment sur des IPBX. À qui je donne l'administration de ce serveur? Qui est responsable? Qui a accès à la console d'administration? Alors ça, c'est le côté administrateur, parce que c'est quand même le truc, c'est la personne qui accède au coffre-fort. Donc, à qui je donne ces clés? Et quand je les donne, qu'est-ce que je communique comme information? Oui, alors des fois, on donne les clés à des gens qui ne sont pas dans le domaine de l'informatique. Ça peut être un assistant de direction, une assistante de direction, qui va prendre ce rôle d'administrer, de créer des utilisateurs, etc. Donc, il faut bien lui expliquer ce rôle et la criticité de ce mot de passe et de cet identifiant pour accéder à la console. Donc, elle a des pouvoirs, elle a aussi des responsabilités en accédant à cette... et quand on délègue l'administration d'un IPBX à un utilisateur, à un client par exemple, il faut vraiment insister sur ce point-là. Désolé, il faudra faire un petit peu de morale, mais c'est des précautions avant pour que la personne en ait vraiment conscience. Restriction de privilèges, alors on peut parler côté admin, on peut parler côté utilisateur. Quand on parle de privilèges, est-ce que tout le monde a le droit d'appeler le Brésil? Est-ce que tout le monde dans cette société pourra appeler des numéros surtaxés? Oui, ouvre-moi l'accès à tout le monde, c'est plus simple. D'accord, monsieur. Si on reçoit une grosse facture, qui paye? Là, quand on va commencer à parler d'argent, on va pouvoir se resituer dans un environnement, on va dire, ah oui, non, attends, en fait, finalement, il va y avoir que l'équipe de management qui pourra appeler les numéros spéciaux ou que la comptabilité pour certaines raisons, etc. Donc, il y a ce travail à faire. Voilà. Et là, pour déclencher la conversation, c'est parler de coûts, de conséquences, s'il y a des appels frauduleux, parce que c'est le number one en termes, comme on l'a vu tout à l'heure, de piratage. Oui, Damien, tu veux rajouter quelque chose? Oui, non, c'est ça, c'est un des points importants, c'est la restriction des appels internationaux et des appels surtaxés, la discrimination des appels, de manière globale, c'est écarté par la plupart des clients en disant non, j'ai pas envie de gérer ça, c'est compliqué, etc. Pour autant, c'est un des premiers points d'entrée et de piratage. Donc, il vaut mieux fermer un peu trop et réouvrir un peu plutôt que de faire open bar dès le début. C'est quand même important. Donc, ça fait la transition avec avec les deux derniers points sur la sensibilisation des gens. Il faut être éveillé à tout ça et il faut bien faire comprendre aux gens que, oui, ils ne peuvent pas appeler l'étranger comme ils veulent, mais ce n'est pas pour rien. Et que ça doit être justifié parce que derrière, il y a de l'argent, hein, comme le disait François. Au même titre que la sauvegarde régulière des données, c'est ce qui va permettre de faire en sorte que, s'il y a un crash majeur ou qu'il y a une attaque, on puisse facilement gérer ça. Alors,
pour répondre à Serge très rapidement, alors non, on ne peut pas affecter un crédit de communication par poste. En revanche, côté opérateur, on peut allouer un crédit vers l'étranger. Alors nous, c'est ce qu'on fait, hein, notamment chez Encom. Il y a au niveau de nos SBC opérateurs, il y a un quota d'appels autorisés et quand ce quota est dépassé, les appels vers l'étranger sont verrouillés. On reçoit une alerte et on informe nos clients qu'il y a eu un verrouillage pour surconsommation par rapport à la consommation médiane dessus. Mais après, on ne peut pas faire poste par poste, on ne peut pas allouer une enveloppe dans la mesure où il faudrait pour ça qu'il y ait une corrélation très forte entre l'organe de taxation opérateur et le 3CX pour qu'on sache finalement à quel montant il est, donc de remplir la table de taxation. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans 3CX. Ça existe sur d'autres systèmes, hein, notamment sur un Alcatel. Sur un Alcatel, quand on prend l'option de l'outil de taxation, on peut déterminer des seuils. C'était notamment utilisé par les hôtels pour éviter les dépassements et pour générer de la facture derrière. Donc, gestion des mots de passe, restriction des privilèges, c'est la sensibilisation sur les types d'étrangers. Ah, vas-y, Ouais, on ok. va répondre après. C'est la sensibilisation et la formation des utilisateurs. Alors, on parle de sécurité. Moi, je dis toujours que la sécurité, c'est une balance entre le niveau de sécurité et la flexibilité. Donc, on peut monter le niveau de sécurité, mais on va baisser forcément en flexibilité. Si je mets 3 verrous sur ma porte, ça sera forcément plus long à ouvrir que la porte ouverte. Voilà, porte ouverte très flexible, mais zéro sécurité. Donc, toujours essayer de trouver ce compromis là. Alors, l'autorisation des appels sur les pays étrangers numéros surtaxés se fait sur l'ensemble du PBX. Oui, alors ce qu'on recommande ici, alors on a chacun nos techniques, mais c'est souvent pour les appels à l'étranger, travailler avec le client sur ses besoins et dire, mais dans ton équipe, dans tes employés, qui a la nécessité première d'aller appeler à l'étranger, premièrement. Donc, on a une liste d'utilisateurs, on va pouvoir les mettre dans un groupe et dire que ce groupe est autorisé à appeler l'étranger et filtrer. Mais après, quels pays vont-ils appeler? On va pouvoir filtrer côté IPBX les pays. Et puis, comme Damien le disait, deuxième filtre, le filtre côté opérateur, donc qui va mener les appels. Ben là, vous avez une deuxième barrière. On peut limiter les appels, on peut limiter les horaires et on peut restreindre à certaines destinations. Alors, maintenant, avec Il y a trois niveaux, en fait, si vous voulez. Il y a le niveau opérateur qui est le plus haut, le niveau IPBX qui va dire quels sont les pays, et puis après, le niveau ségrégation d'utilisateurs, où là, on va pouvoir dire tel groupe a le droit d'appeler l'étranger ou pas, tel groupe a le droit d'appeler les audiotels ou pas. Et on peut même affiner, alors après, c'est juste qu'on a beaucoup de règles au niveau des règles sortantes, mais on peut affiner par code préfixe de pays pour dire bah, tel groupe pourra appeler tel pays où on va écrire en dur une règle sortante qui va correspondre à ce préfixe-là. Donc, on peut faire de la ségrégation. C'est juste après une histoire de mappage dans la console d'administration. Donc là, c'est rendez-vous sur règle sortante du 3CX en priorité, puis définition de vos groupes d'appel. Alors, sauvegarde, avant qu'on passe ce point, c'est quand même une donnée importante. Donc, vous avez la possibilité sur votre 3CX de faire des sauvegardes. Faut-il rappeler ici que ces sauvegardes doivent être sauvegardées ailleurs que sur l'IPBX, donc pas dans le répertoire data, ou si vous le mettez dans le répertoire data, il faudra faire tourner un cron job pour aller le mettre ailleurs. Donc évidemment, on ne stocke pas nos sauvegardes sur la machine, elles doivent être externalisées. Donc vous avez des solutions sur 3CX en SFTP, avec des Google Buckets, en fonction de vos architectures, vous pouvez les sauvegarder ailleurs de données. Vous déterminez les cycles, donc généralement 3-4 jours de sauvegarde. Ce que j'aimais bien dire à l'époque, c'est que c'est bien d'aller extraire aussi une sauvegarde peut-être mensuelle de votre planning, si un jour il fallait revenir dessus. Voilà, avoir une sauvegarde annuelle. Mais au moins, monter une sauvegarde, c'est quand même l'objet critique et surtout en dehors de votre serveur. Alors, un plan de sauvegarde, tout ça, c'est super. Hein. Ce qui est encore mieux, c'est toujours de le mettre en œuvre. Donc, on peut imaginer tous les scénarios qu'on veut, mais il va falloir, à un moment donné, prendre ce serveur, le casser volontairement.
On va pas faire ça chez un client, mais pour les intégrateurs, bah, vous faites ça sur un sandbox et vous dites, tiens, est-ce que j'ai tous les mots de passe pour installer? Est-ce que j'ai une procédure claire? Est-ce que ça marche comme ça fonctionnait il y a encore 6 mois? Donc, il faut les tester, remonter, parce que c'est pas le tout d'avoir des sauvegardes. Si on n'arrive pas à les remonter, ça sert pas à grand-chose. Donc, toujours penser à remonter ça. Je sais, ça prend du temps, qui n'est pas productif, mais ça sera très utile le jour où vous aurez un incident. Alors, j'allais m'excuser sur ce diagramme qui a des traits partout. Mais non, on ne va pas commencer par s'excuser. Alors ici, j'ai essayé de faire un diagramme qu'on a repris d'une architecture, mais vous avez plein d'architectures différentes. D'accord. Là, j'ai essayé de ventiler une architecture globale, on va dire peut-être presque optimum, où on aurait un serveur sur un data center. Donc, qu'est-ce qu'on a? Notre serveur, il est 3CX, il est hébergé sur un data center. On a un autre data center, pas le même, où on va mettre notre sauvegarde. Et puis, on a un autre data center, évidemment, pour communiquer avec l'opérateur et recevoir des appels et en passer avec le monde extérieur. Sur le site client, en bas, ici, j'ai fait dans ce schéma-là une segmentation physique. Alors, c'est l'idéal, hein, ça a un coût. Il va falloir dupliquer nos switches. On va avoir un switch PoE d'un côté, un switch data de l'autre côté. Sur le PE, on va segmenter. Donc là, physiquement, alors ça, c'est génial, hein, parce qu'il n'y a pas besoin de faire de tag de port. On va mettre nos téléphones SIP ici, ils vont pouvoir être segmentés. Je ne vois pas ici, mais j'imagine que c'est notre SBC. Ben oui, comment on va faire fonctionner cette chose? Ça passe à travers le réseau. Ce SBC qui sert ici, que vous voyez avec les petits tirets rouges. Oui, exactement, Laurent. On pourrait, je réponds tout de suite à la question de Laurent, faire une croix, crack, sur ce switch-là, et puis ici, mettre du VLAN. Donc, on aurait une segmentation virtuelle, hein, avec du virtual LAN. Le principe étant de segmenter les réseaux, donc effectivement qu'on segmente ces réseaux de manière physique ou de manière logique par de la virtualisation de réseaux. Le principe étant de séparer les réseaux pour d'une partie sécuriser, parce que c'est quand même l'objet, hein, faire en sorte de cloisonner les réseaux, et puis pour faciliter aussi tout ce qui va être classe de routage et application de QoS. Alors c'est pas l'objet de ce webinaire, mais quand on veut faire de la qualité dans la voix sur IP, on a besoin d'allouer de la bande passante réservée stricte à la voix et puis de prioriser le traitement des paquets pour diminuer la gigue. Et donc tout ça peut être facilité par la mise en place de VLAN. Donc ça complexifie un petit peu le réseau local parce qu'il faut mettre des VLAN, mais par contre derrière, ça Oui. permet quand même d'avoir beaucoup plus de flexibilité. Donc l'objet de ce schéma, c'était principalement de montrer qu'il fallait séparer, mais effectivement, dans les cas d'usage et sur le terrain, la plupart du temps, on utilise des VLAN pour éviter la duplication de matériel et puis pour avoir une segmentation logique et manageable à travers justement les réseaux managés. Voilà, donc dans la majorité des cas, effectivement, on aura un switch data et VoIP et SIP hein, qui sera PoE ici, puis on va faire une segmentation VLAN. Évidemment, ici, c'est un schéma idéal. On n'a pas beaucoup d'architecture comme ça. Quand je dis idéal, il y a 2 liens Internet ici hein, qui va être lié aux data. On ne va pas mélanger, comme disait Damien, ça va être quand même beaucoup plus facile de faire de la QoS avec ce type d'architecture. Quoique, il n'y aurait même pas besoin de QoS ici, puisqu'on a 2 accès Internet. Elle est physique, donc on va envoyer tout le flux. Et là, il n'y a pas besoin de monter de la QoS, puisque de toute façon, il n'y a qu'un seul type de flux qui va passer ici. Voilà. Alors, je vous l'ai mis en rouge puisque on parlait de sécurité. Donc, rappelez-vous que quand on a un SBC sur un site, les téléphones IP envoient leur requête au SBC. Alors là, c'est en vert, il y a une raison. Hein. Ça, c'est des communications en clair sur le LAN. Mais donc, un LAN, normalement, c'est sécurisé. Donc, ça, c'est en clair jusqu'au SBC. Et à partir du SBC, son job hein, du SBC, c'est un facteur qui chiffre. Voilà. Donc, le facteur, il prend le courrier, il chiffre. Il remonte, il envoie l'IPBX. L'IPBX déchiffre et passe les communications à l'opérateur s'il s'agit d'un appel externe dans ce cas-là. Voilà. Sur ces schémas, vient de se greffer des utilisateurs
sur un site, viennent se greffer des utilisateurs non sédentaires, des télétravailleurs, des gens qui utilisent le smartphone. Donc là, on a quand même, je vous le disais tout à l'heure en intro, un lien TLS, hein, donc là c'est chiffré, et puis si le client vient ici se connecter, ça sera aussi chiffré. Alors il y a différentes architectures, on ne va pas ici décliner toutes les architectures, ça pourrait être le sujet d'un webinaire à part entière. On pourrait imaginer que ce client ici ne puisse pas se connecter s'il n'est pas sur un VPN, par exemple. Donc, en fonction des sociétés, activez d'abord le VPN pour venir s'enregistrer, ce qui éviterait des connexions depuis n'importe quel poste. Qu'est-ce qu'on a rajouté ici? Ah, accès à Internet de backup. Ah ouais, c'est toujours une... Alors, c'est plus... c'est pas de la sécurité, hein, c'est juste la ceinture ici. Au cas où on n'avait qu'un seul lien, c'est toujours intéressant d'avoir un lien de secours. À nouveau, ça, c'est des coûts. Il n'y aura peut-être pas un grand usage, mais ça sera intéressant un jour, si le lien vient à tomber, de pouvoir continuer à recevoir des appels et en passer en fonction de la criticité du système de téléphonie du client. Voilà. Alors là, on a un site, hein, on pourrait très bien, je ne vais pas m'amuser, le SBC Internet et communication intra ou bien exclusif. Ah, c'est intéressant, Serge. Alors, le SBC, il va intervenir. Si votre serveur tombe, le SBC ne sert plus à rien. D'accord? Parce que le SBC vient s'enregistrer sur le serveur. Donc, imaginons qu'on a encore le serveur et que ces deux postes appellent. Qu'est-ce qui se passe en SIP finalement? Je vais peut-être réduire la taille de mon marqueur, parce que là, on va tartiner. Il y a une demande, donc A appelle B, hein, on va faire A appelle B ici, mais rapidement. La demande va transiter par le serveur, donc elle va passer par le SBC, ça c'est le SIP, hein, on va faire sonner, et puis ça va remonter, alors faut-il que... Donc ça va remonter au serveur et redescendre. Mais lorsque le poste va décrocher, si la config est correcte, l'audio va rester en local. J'aurais dû vous faire une autre couleur pour l'audio, d'accord? Donc en full duplex, ici, A et B vont parler en local. Alors, plus de SBC, plus de serveur, plus de com, hein, on est d'accord. Donc le SBC, il ne remplace pas un serveur. Ce n'est pas un serveur de backup. Le SBC, c'est juste le lien pour chiffrer entre votre site local et l'extérieur. Donc pour répondre clairement à la question, le site va transiter par le serveur, le flux audio va rester en local. Donc on va économiser sur cette bande passante ici. On va, je pense, accélérer sur les autres points, parce que là, en plus, on est sur une question Ouais, qui est spécifique aux... pas ouais. totalement claire, mais qui est plus Alors, fonctionnement faut-il 3CX. Le définir 3CX ce que SBC, c'est c'est un qu'un truc spécifique. IPBX? Alors, on le fait rapidement, hein, c'est un système de téléphonie pour les sociétés privées, ce qui vous permet de faire des appels internes, on vient juste d'en parler, et des appels externes, et puis d'avoir des fonctions avancées comme les serveurs vocaux. Vous avez une liste de sécurité. Alors, on va les passer rapidement ici. IPBX, un serveur dédié. On ne met rien d'autre comme service dessus. On laisse dédier notre machine, que ça soit une installation locale ou sur une VM ou sur le cloud, peu importe. Oui, c'est un proxy SIP, exactement. Ah oui, mais c'est Damien qui... Ouais, vas-y, déroule, je suis en Ok. train de répondre en... Sécurité physique des équipements critiques. N'oubliez pas ce point-là. N'oubliez pas ce point-là. On va parler des logiciels, etc. Mais en fait, qui a accès au SBC? Un SBC, c'est un équipement critique. Il doit être, j'allais dire, dans un placard, dans une baie informatique sécurisée, dans un espace sécurisé. On voit souvent des SBC traîner sur une chaise. Non, c'est pas la bonne idée. C'est dans des espaces sécurisés. C'est difficile des fois de convaincre. Et puis, si vous avez une installation d'un serveur, il est dans une baie sécurisée. N'importe qui ne peut pas accéder physiquement au serveur. Donc attention aux sécurités. Ça peut être la sécurité physique, ça peut être aussi tout simplement un PC ouvert sur le bureau, la personne sort boire un thé, il y a des livreurs qui passent, des gens qui circulent. Ah, la machine elle est ouverte, tiens, je vais en profiter pour aller récupérer des identifiants. Mauvaise idée. Configuration du pare-feu, et j'ai mis ici Security Group. Donc si on est dans un SaaS, donc sur le cloud, on va aller généralement configurer un Security Group qui va nous permettre d'ouvrir et de fermer certains ports. Je vous renvoie, essayez de chercher dans les docs 3CX ports. Sinon, on peut vous fournir aussi un diagramme qui liste en fait tous les ports et tous les flux. Donc, on s'appuie vraiment sur un diagramme de flux pour aller sécuriser, ouvrir les portes ou les refermer s'il y avait besoin. Attention au compte SuperAdmin. Ça, c'est quand même le compte critique sur un IPBX, notamment sur le 3CX. Vous pouvez changer l'identifiant, le mot admin, par autre chose. Okay, on va complexifier un peu. Et puis, surtout, être très vigilant au stockage du mot de passe du compte SuperAdmin.
Désactiver les connexions hors LAN stun des équipements SIP, c'est bien, c'est un sujet qui va disparaître. 3CX va abandonner pour les postes classiques stun, puisqu'il y avait un risque en fait de connexion de l'extérieur. Par défaut, sur une extension 3CX, vous verrez que c'est bloqué sur des extensions stun. Ça, c'est des téléphones qui viennent se connecter sans SBC de l'extérieur. Ça, le stun, pour simplifier. Désactiver les appels sortants de la messagerie, c'est décoché, mais vous pouvez aller faire un tour dans paramètres général et vérifier que c'est bien désactivé. Il en parlait tout à l'heure, Damien. Le chiffrement, s'il y avait besoin de chiffrer de bout en bout, alors si on a un SBC, on est un peu tranquille, mais on peut activer le Secure SIP et le SRTP pour sécuriser le trafic audio et le trafic SIP entre le poste SIP et puis le serveur. Les sauvegardes, on en a parlé ensemble, donc je vais passer, je vais juste fermer là, le chat. Mise à jour OS IPBX. Alors, quand on installe un 3CX sur du Windows, on met à jour le Windows. Quand on le fait sur du Debian, c'est la mise à jour maintenant sur le 3CX, c'est la mise à jour du 3CX qui va mettre à jour l'OS. Donc, pas besoin de faire apt-get update, upgrade, c'est fini cette histoire. Ça viendra avec les mises à jour 3CX. Et à nouveau, avant d'appliquer des mises à jour les yeux fermés, appliquez-les sur un système dans un sandbox. Surveillance, les outils de surveillance, les logs du pare-feu. Voilà. Et puis là, j'ai fait une petite rubrique sur la partie administration, puisque je forme de nombreux administrateurs et des utilisateurs. Permission utilisateur, très important. Regardez en plus sur vos 3CX, maintenant c'est décliné. Faites attention avec les nouvelles versions, avec le rôle manager. Regardez bien les effets de bord avec ce rôle. Il va se retrouver avec une roue crantée sur le web client, donc soyez vigilants avec ça. Généralement, un utilisateur sur un système 3CX va avoir un rôle utilisateur ou réceptionniste, et puis déterminer ce qu'il peut faire, les actions, vérifiez bien ses permissions. On ne reparlera pas des appels sortants sur les permissions, les appels sortants ici. L'administration du serveur. Combien de fois je vais sur une console, on fait un audit et je me rends compte qu'il y a les 3/4 des utilisateurs qui ont quitté la société. Ça ne va pas. Donc, l'administration utilisateur, on doit avoir les nouveaux employés, les anciens employés qui ont quitté ou en longue maladie, qui n'ont aucune raison. On peut désactiver l'extension, on peut la supprimer. Si vous rallouez les extensions, faites très attention, une extension 106 à un autre utilisateur, de régénérer les mots de passe. Je vous dis ça parce que quelqu'un qui scanne un QR code, on ne le voit pas sur le 3CX. Donc, si… Ouais. Je rebondis sur ce point, ça raccroche avec les obligations des utilisateurs. Quand on parlait des mises à jour du système d'information chez les utilisateurs, c'est raccroché aussi avec les systèmes d'information RH et avec la vie de l'entreprise. C'est-à-dire que quand il y a une entrée ou une sortie d'un collaborateur, il est important de repasser sur les matrices de droit, entre guillemets, pour s'assurer de révoquer les gens qui ne sont plus là et de donner les bons droits aux gens qui arrivent, ni trop peu, ni trop. Mais c'est important d'avoir cette vision RH qui est maintenant décorrélée finalement de la sécurité. Là, les notions RH font partie des approches sécuritaires qu'il faut mettre en œuvre. Pareil, je rebondis sur les points. Au niveau de l'administration et de l'authentification, il y a des possibilités. Alors, il y avait des possibilités pour restreindre l'accès à la console d'administration qui avait une URL particulière. Donc, on pouvait dire cette URL de la console d'administration, elle n'est accessible que pour telle adresse IP. Dans les mises à jour qui vont arriver sur 3CX, ça deviendra quasiment impossible dans la mesure où la console d'administration intègre le web client et que donc, par extension, on ne pourra pas dire j'interdis l'usage du web client. Donc là, ça me permet de raccrocher, de rebondir sur le point de tout à l'heure qui est de dire que à minima, ce qu'il faudra faire si on veut sécuriser un peu les choses, c'est dire que le web client, enfin le 3CX de manière générale, ne doit être accessible que depuis le réseau de l'entreprise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis télétravailleur, je monte un VPN d'abord, je suis dans l'entreprise, là, il n'y a pas de problème. Et pour les smartphones, c'est un arbitrage à faire pour dire ok, le port 5090, c'est seulement celui-là, je l'expose à Internet et tout le reste, je l'interdis de manière à ce qu'il n'y ait pas de décloisonnement de l'information.
La limitation des appels, merci Damien, la limitation des appels externes et de destination, on a couvert le sujet. Vous pouvez segmenter des groupes, faire des sorties. N'oubliez pas que voilà, il y a 3 niveaux. N'oubliez pas l'opérateur derrière sur cette limitation d'appels externes. Gestion des enregistrements audio, on voulait faire ici une petite aparté. Ne mettez pas si un IPBX gère des enregistrements audio, donc vous allez avoir une quantité industrielle de fichiers Wave, ces fichiers, vous allez les archiver sur un serveur SFTP de votre choix ou vers d'autres outils. Donc, pensez bien à archiver. Ne les intégrez surtout pas dans vos sauvegardes, parce que le jour où il y aura besoin de restaurer, vous allez prendre des heures en plus, voire peut-être qu'il y aura un échec à la restauration parce que le fichier sera énorme. Donc, soyez hyper vigilants avec les enregistrements audio. Et puis, je ne mets pas la rubrique, on en a un peu parlé, réglementaire là-dessus, évidemment, RGPD, le correspondant doit être notifié si cette conversation est susceptible d'être écoutée ou enregistrée. Au minima, l'agent qui prend l'appel doit le dire. C'est le minimum, ça. Voilà. Sur cette notion d'enregistrement, je rebondis. C'est le travail et le devoir d'un intégrateur que de vous redonner les règles à partir du moment où vous allez lui dire: «Moi, je veux mettre de l'enregistrement chez moi». C'est le devoir de l'intégrateur que vous donnez les règles à la fois de réglementation, de ce que vous devez mettre en œuvre au sein de votre entreprise, pour avoir le droit de le faire et de comment vous devez, activer les délégations pour accéder à ces enregistrements. Donc, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que la gestion des enregistrements audio, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut contacter l'intégrateur pour avoir les informations, pour être sûr de ne pas vous tromper. Les amendes pour infractions liées à l'accès à des enregistrements audio non souhaités est très cher. Dans les cas les plus importants, on est à 1 500 € par fichier accédé. Donc, si vous avez une personne qui accède à 100 fichiers, vous faites 1 500 fois 100. Autant vous dire que voilà, ça peut faire fermer une boîte, hein. Donc, il faut être très vigilant sur l'accès aux enregistrements d'appels et à ces communications. Donc, retenez juste que sur ce point-là, il faut vous rapprocher de l'intégrateur pour avoir toutes les billes. Si vous avez une licence 3CX Pro, vous pouvez désactiver les enregistrements, mais vous ne pouvez pas les bloquer, donc les désactiver pour toujours. L'utilisateur pourra toujours cliquer sur le bouton enregistrement. Méfiez-vous de ça. Il faut passer en licence entreprise pour que ça soit complètement grisé et que l'utilisateur n'ait pas d'option d'aller cliquer comme ça sur l'enregistrement. Je rappelle que les enregistrements audio ou les écoutes, il n'y a aucun signalement auditif pour le correspondant ou pour l'utilisateur qui se fait couper la conversation. Donc, c'est des points importants. Le dernier, c'est l'audit de sécurité. Et à nouveau, ici, on va prendre du temps d'aller regarder des machines, surtout des machines qu'on récupère, pour aller observer les règles sortantes, la liste des utilisateurs, les mots de passe, est-ce qu'ils ont été simplifiés, pas simplifiés, la version. Donc, cet audit de sécurité, on pourrait lister ici, peut-être ça pourrait être un sujet à part entière, toutes les catégories dans l'IPBX et dans le pare-feu à aller monitorer, à aller observer, savoir si c'est toujours à jour. Écoutez, je vois l'heure passer. On a passé une petite heure ensemble. J'espère que… Alors, c'est pas hyper technique. On ne vous montre pas la console 3CX parce qu'on n'a pas envie de vous embarquer dans des données extrêmement précises. Vous aurez du détail sur la présentation et je vais laisser la main à Damien ou à Justine pour conclure. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Comme l'a dit François, le but principal de ce webinaire, c'était de parler de la sécurité de la voix sur IP de manière générale. Donc, dans les points qu'il faut retenir importants, c'est que le réseau revêt une part importante. Donc, il ne faut pas hésiter justement sur ces notions de VLAN et de QoS, que la téléphonie sur IP fait appel à de l'informatique. Donc, ce qui est valable pour un système d'information est valable aussi pour la téléphonie sur IP, donc pare-feu, EDR, antivirus, et que on doit protéger les données, donc on se doit d'avoir un PRA, un PCA. Et ça, c'est le travail des intégrateurs. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez aussi, c'est un message important, c'est que les intégrateurs sont là justement pour vous donner du recul et de l'information sur, par rapport à votre cas à vous et à votre système d'information à vous, comment on va pouvoir mettre le réseau en place, comment on va pouvoir faire de l'intermédiation, comment on va pouvoir faire un plan de retour sur activité. C'est le travail de l'intégrateur que d'accompagner sur ces sujets-là. C'est un vrai métier qui nécessite de connaître à la fois le réseau et le produit. Donc, il ne faut pas hésiter à challenger vos intégrateurs et à les solliciter sur ces points-là.
parce que c'est des points qui sont quand même structurants pour la conduite d'activité. On va se dire au revoir. Bah oui, merci Eh à bien, tous, merci à à bientôt. tous.